Go, you lovely bastards. Even though I don't love you. Play it smart today, you won't look a cunt tomorrow. But you want me anyway. Cock-a-doodle-doo. Go to the OG. You can't make a tomlet without breaking some Greggs. No offense. Hey. Fuck off. What am I gonna do with a soul anyways? I am the eldest son. Sandy's the angriest fucking vegetable. Call me. My number one boy. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de PIC TV, le podcast écouté par l'équivalent de 2 fois la population indienne. Je suis Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve la seule personne dans cette pièce qui ne pense pas que je suis une blague, donc je vais l'écouter, Marie Telling. Salut Anaïs. Salut Marie. Aujourd'hui, on débriefe l'épisode 7 de Succession, saison 4, et si Tom est très fatigué, il faut dire que les scénaristes de la série, eux, ne le sont vraiment pas. Pas de lunettes de soleil cette semaine, à ma grande déception, mais beaucoup de malaise. Marie, est-ce que tu peux nous résumer cet épisode en 30 secondes ? Kendall et Roman continuent d'essayer de ruiner le deal avec Matsson, sauf que Shiv les trahit là complètement. En parallèle, Shiv et Tom, qui commencent l'épisode en d'assez bons termes, le finissent de façon assez catastrophique. Et entre les deux, il y a un festival de gêne lors d'une grande soirée préélectorale chez Shiv et Tom, avec un Matsson en très grande forme et une minute de silence. Pas très silencieuse. Voilà, exactement. Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode ? On se répète en fait toutes les semaines, c'est un peu lassant, mais je l'ai trouvé excellent. C'est marrant parce que je pense qu'à peu près aux 2/3 de l'épisode, j'étais là, c'est pas en aussi grande forme que les épisodes précédents. Et après, ils nous ont livré une des scènes les plus mémorables, je pense, de toute Succession, avec l'engueulade entre Shiv et Tom, qui est vraiment légendaire, je pense, et où ils sont tous les deux excellents. C'est vrai qu'entre ça et la confrontation aussi entre Matsson et Kendall, il y a vraiment des gros moments qui sont très très satisfaisants et on peut pas décrocher l'œil de notre écran. Au final, j'ai trouvé l'épisode excellent, quoi. Ils sont en train de réussir quelque chose d'assez exceptionnel avec cette dernière saison. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Je suis complètement d'accord. Je note les épisodes à la fin de chaque visionnage parce que je suis en train de préparer un gros classement, spoiler, de tous les épisodes de Succession. Et celui-là, c'est numériquement pour l'instant le plus faible de la saison dans mes notes. Mais ça ne veut pas du tout dire que c'est un mauvais épisode. C'est vraiment un épisode d'excellente qualité et je trouve que la saison 4 est vraiment incroyable. On a souvent dit que les saisons de Succession commençaient assez lentement avec une déflagration dans la deuxième moitié. Et là, on a commencé sur les chapeaux de roue et ça n'arrête pas. Il n'y a pas eu un seul mauvais épisode ou une seule faiblesse dans la saison depuis le début. Et je suis très impatiente de voir les 3 derniers épisodes puisque là, on se rapproche vraiment de la fin. Il reste encore beaucoup de choses à résoudre avant la fin. Mais pour l'instant, ils arrivent à tenir le rythme et à enchaîner des scènes qui sont extrêmement mémorables, des performances qui sont toujours au top niveau. Et là, oui, pour moi, l'épisode restera surtout pour la scène de dispute entre Shiv et Tom. Je pense que si on enlève cette scène qui est vraiment très mémorable, on a un épisode qui est bon, mais qui est plutôt dans la moyenne de l'épisode typique de Succession. Mais c'est vrai que cette scène, il faut vraiment qu'on en parle, en fait, parce que c'était assez ouf. J'ai écrit « Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God » plein de fois dans mes notes. J'arrivais pas à croire que ça continuait et que ça continuait, puisqu'ils n'arrêtent pas de s'insulter et c'est de plus en plus violent et c'est très frontal, en fait, comme la saison depuis le début, où on a eu pendant 3 saisons beaucoup de sous-entendus et d'attaques un peu sur le côté. Là, ils y vont à fond, quoi. Oui, et puis leur couple était quand même défini par leur côté passif-agressif et par toutes les choses qu'ils ne se disaient pas, qu'on comprenait à demi-mot et qu'ils comprenaient eux aussi, mais sans jamais se les dire. En fait, c'est marrant parce que je continue à avoir beaucoup d'espoir pour leur couple après cette dispute, alors qu'ils se disent des trucs horribles. Mais je pense justement qu'ils sont en train de crever l'abcès. En même temps, quand je regardais l'épisode, j'étais à Marie la semaine dernière dans l'épisode de podcast. C'était ridicule, tu croyais tellement en leur amour. Et en une nouvelle page qui s'ouvrait pour eux. Et là, c'est une déflagration complète pour leur couple. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être de ça dont ils ont besoin pour repartir sur des bases plus saines. Ceci dit, ils se sortent quand même des choses qui sont assez irréversibles, c'est-à-dire qu'elle lui dit qu'elle l'aime pas et qu'elle l'apprécie même pas, et surtout il lui dit que elle, alors qu'on sait qu'elle est enceinte, en tout cas c'est là où on a laissé cette intrigue pour l'instant, on n'a pas eu d'update à ce niveau. Il lui dit qu'elle ne serait pas une bonne mère. Il ne sait pas qu'elle est enceinte, mais il lui dit ça. Donc il y a quand même un niveau de violence entre eux qui est assez extrême, mais je trouve que la dernière scène, en fait, où on les voit chacun dans leur lit et ils ont l'air tous les deux complètement déprimés et abattus par ce qui s'est passé,
m'indique, moi, que c'est pas fini, quoi. Moi, j'y crois. Moi aussi, j'y crois. Moi, je pense que ça va se finir comme la saison 1 de The White Lotus où la journaliste, la pigiste, qui a le mec le plus horrible de la Terre, finit par revenir avec lui. Je pense qu'ils ont besoin de l'un de l'autre et ils le savent très bien. Et ils avaient besoin de crever l'abcès, mais je pense qu'au final, ils vont finir par se retrouver. Je trouve aussi que la scène est hyper cathartique, en fait, parce que certes, c'est très violent, mais c'est aussi poser des mots sur un truc qui est sous-jacent depuis des saisons et des saisons. Surtout Tom, qui est falot, faible, tout ce qu'on veut depuis 3 saisons, qui se fait marcher dessus par tout le monde. Là, de le voir hurler sur Shiv et de lui dire « T'allais me regarder partir en prison, t'en avais rien à foutre », ça m'a fait tellement de bien, en fait. Enfin, c'était vraiment de la SMR pour moi. Ouais, et je dois dire que Matthew Macfadyen, dedans, je l'ai jamais trouvé aussi sexy. Et il m'a aussi rappelé son interprétation de Darcy dans Orgueil et Préjugés, quand il lui fait sa déclaration et qu'il est honnête sous la pluie, là, et qu'il est un peu énervé. Il y a cette même énergie où on a l'impression que quelqu'un qui était vachement dans la retenue, d'un coup, lâche tout. Et quand il lâche, c'est très, très violent, mais en même temps, il y a quelque chose de très satisfaisant. Et oui, je pense que c'est pas fini, surtout que quand même, pendant tout l'épisode, enfin pas pendant tout l'épisode, mais il y a plusieurs moments dans l'épisode où ils échangent des textos, et quand on lit les textos, on comprend qu'elle a joui une bonne 30aine de fois la nuit précédente grâce à lui. Donc, on apprend quand même par ces échanges qu'ils ont une vie sexuelle assez animée et satisfaisante, visiblement. Oui, et bien plus épanouissante que ce qu'elle a été pendant les saisons précédentes, parce qu'on comprenait aussi qu'ils avaient une vie sexuelle assez chiante et que leur dirty talk était vraiment hyper déprimant. Donc là, enfin, oui, il y a un petit peu de remous dans le meilleur des sens, et je pense que ça leur a vraiment fait du bien à tous les deux. Mais c'est sûr que c'est assez violent. Enfin, vraiment, j'étais assez choquée par cette scène, d'autant plus que ça se passe sur la terrasse de l'appartement pendant qu'il y a une soirée derrière chez eux, et on voit un petit peu en arrière-plan certaines personnes qui se tournent vers la terrasse, qui sont en train de regarder d'un œil curieux, et on ne sait jamais vraiment ce qui a été entendu ou pas à l'intérieur de la pièce, mais ils hurlent vraiment très très fort tous les deux, et je pense qu'on les voit au moins juste dans la gestuelle, on voit qu'ils sont en train de se déchirer, donc c'est encore plus gênant, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que moi j'ai passé une bonne partie de cette scène à me demander aussi à quel point les gens pouvaient entendre, et j'ai été surprise que la série n'aille pas vers là après, et qu'on ne voit pas un peu les réactions des gens à l'intérieur, et que la série choisisse vraiment de se focaliser juste sur eux. Et je me suis dit peut-être qu'ils n'entendent pas du tout, mais c'est vrai qu'au niveau des gestes, c'est quand même très très clair qu'ils sont en train de se gueuler dessus, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je pense que tout le monde a vu ce qui se passait, mais je pense que vu l'espèce de manoir qu'ils ont dans cet immeuble, enfin, ça m'étonnerait pas que le double vitrage soit très puissant. Oui. Mais c'est vrai que oui, moi aussi, je m'attendais limite à ce qu'on découvre que la porte n'avait pas été entièrement fermée et qu'en fait, ils étaient en train de faire ça devant tout le monde. Mais ça, c'est vraiment plus un gag qu'on verrait dans des séries moins bonnes que Succession. Ouais. Donc, c'est tout à l'honneur de la série de ne pas être allée dans cette direction. Mais ouais, cette scène, vraiment, est incroyable. Bon, c'est vrai qu'on se répète, mais... Honnêtement, Sarah Snook, cette saison, pour moi, c'est pas une révélation, parce que ça fait plusieurs saisons qu'on sait qu'elle est excellente. Ouais. Mais si elle n'a pas un Emmy, je brûle tout. Et je sais que les Emmy font n'importe quoi, mais vraiment, là, je brûle tout. Et Matthew Macfadyen aussi, dans cette saison, est vraiment excellent. Il a toujours été, mais il était vraiment dans un rôle de Fallot et de Rastignac. Et là, il y a quelque chose qui sort de lui, qui est tellement plus puissant et qu'il arrive à vendre extrêmement bien, quoi. Elle lui dit « Tu m'as fait un mal inimaginable ». Oh là là. Je te dis, Darcy. Ouais, non, mais enfin, moi, de toute façon, Tom, c'est mon préféré depuis le début. Donc, je suis très contente que cette saison lui accorde autant d'importance. Je pense que les scènes entre Shiv et Tom ont toujours fait partie de mes préférés. Est-ce que tu as une scène préférée en dehors de cette scène ou un moment préféré ? L'autre scène que j'adore aussi, c'est la confrontation entre Matsson et Kendall. Love the deal. Voilà. Love the deal. Exactement. Qui est aussi très bien faite parce qu'en plus, on voit en fait Matsson en arrière-plan pendant la scène entre Roman et Connor. Et d'un coup, ça se focalise sur lui quand Kendall arrive et... c'est pas exactement pareil que Tom et Shiv, évidemment, mais il y a beaucoup de non-dits dans cette relation et beaucoup de faux-semblants. Et là, ils se disent quand même les choses tout en finissant à nouveau sur des faux-semblants. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que cette scène, en termes d'émotion, c'est l'inverse de la scène entre Shiv et Tom, parce que celle entre Shiv et Tom, on crève l'abcès, donc on ressent un peu une douleur exquise, alors que là, on est vraiment dans un malaise hyper dérangeant. Moi, c'est vraiment, je voulais pas regarder l'écran tellement cette scène m'a gênée. Mais ce qui est fou, c'est encore une fois Alexander Skarsgård et son jeu très physique, où on dirait un félin pendant tout l'épisode, et là, il est un peu perché sur le bord de la
fenêtre comme un lion qui attend à l'ombre, quoi, et qui attend le moment pour bondir et tous les niquer. Et vraiment, cette scène est très jouissive, surtout que là, on a un peu un rééquilibrage du pouvoir entre les deux. Oui, parce Donc, qu'ils sont tous les deux désespérés de pouvoir, pour l'un, acheter Waystar Royco et pour l'autre, ne surtout pas vendre, voire acheter Gojo. Donc, il y a vraiment, oui, pour la première fois, ils sont sur un pied d'égalité. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus satisfaisant. Et Alexander Skarsgård, j'ai noté aussi, il y a un moment où, il est vraiment exceptionnel dans tout l'épisode. Déjà, la façon dont il prononce coq au vin, je veux en faire mon alarme matinale parce que c'est incroyable. Et il y a un moment où il dit à Shiv qu'il sait jamais vraiment trop s'y prendre avec les gens. Et d'un coup, alors que justement, tu dis, il est félin pendant tout l'épisode, il est même menaçant, il est dominant, il est abusif envers Eba, par exemple. Là, il fait vulnérable les petits garçons. Et on en avait déjà parlé dans la scène où il lui disait qu'elle lui rappelait son père. Là, il y a vraiment un moment de vulnérabilité qui est hyper touchant et inattendu et qui disparaît très vite aussi, mais que Alexander Skarsgård joue à la perfection, vraiment. Je vous recommande de regarder True Blood si c'est pas déjà fait, parce que la manière dont il prononce coq au vin dans Succession, c'est tout le temps dans True Blood, en fait. C'est vraiment tout son personnage. Eric Northman. Enfin, j'avais écrit des thirst posts sur lui à l'époque. J'étais complètement obsédée par ce personnage et vraiment, c'est un des personnages les plus sexy de l'histoire de la télé. Ah oui, donc ça, c'est sûr. Est-ce que tu penses que Shiv est toujours enceinte ? Je me suis posé la question parce que même dans le voyage en Norvège, on la voyait boire, par exemple, du whisky et on la voyait boire du vin et à un moment, il lui passe de la coke et elle l'accepte. Mais en vrai, on la voit juste poser ses lèvres. Donc, on ne sait pas si elle boit vraiment à chaque fois. En fait, je pense que la série ne nous cacherait pas quelque chose comme ça. Je pense que c'est pas le genre de la série de faire des choses derrière le rideau sans nous les montrer et après de nous révéler 3 épisodes plus tard, en fait, elle a eu un avortement il y a 2 semaines, quoi. Et puis surtout, je pense, vu la chronologie des événements, ça fait à peine 1 semaine, voire peut-être un petit peu plus que Logan est mort. Oui, ça fait que quelques jours qu'elle a découvert... Voilà, elle doit mettre des moments de pleurs dans son agenda pour trouver le moment de pleurer pour la mort de son père, donc je pense pas qu'elle ait eu le temps d'avoir un avortement. Fuck off. 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 C'est parti pour notre grand classement des personnages de Succession. Qui a un stock en hausse ? Qui a un stock en baisse ? Qui est un viking inversé ? Qui force sa bite dans le guacamole ? La semaine dernière, Tom et Shiv filaient le parfait amour. Et Kendall mettait Madsson en échec avec sa nouvelle utopie technocapitaliste de l'enfer. Mais dans Succession, personne ne reste jamais au sommet très longtemps et je crois que cet épisode l'a bien prouvé. On va commencer par les losers. Marie, qui est ton avant-dernier loser de la semaine. Alors c'est marrant parce que pour moi, c'est vraiment tous des losers, mais je mettrais en avant-dernier les employés des bureaux internationaux de ATN qui sont virés par Greg et par Tom, mais Tom à peine, il dit juste une phrase, via Zoom quand même, sans pouvoir répondre, c'est-à-dire que le son est coupé. Bon, ça évoque, il y a eu de nombreuses scènes comme ça dans la réalité pendant le confinement et puis même depuis. Et personnellement, en ayant travaillé à BuzzFeed et en ayant vu comment certaines startups américaines traitent les employés des bureaux internationaux de leur rédaction internationale, c'était un petit peu triggering, mais en même temps très très bien fait, parce qu'on voit la désinvolture et la fausse sympathie qu'ils prétendent avoir, alors qu'ils en ont absolument rien à faire. Mais donc pour moi, ces employés-là, c'est les losers de la semaine, un peu parce qu'ils sont sans travail à partir du lendemain, et de façon extrêmement violente et déshumanisante. Donc, c'était assez horrible. Ce que je me suis dit en voyant cette scène, vraiment, c'est que il faut que les gens le sachent, c'est pas parodique, en fait. Mais non, pas du tout. C'est un documentaire. Ouais. Et c'est terrifiant. Mais en fait, c'est aussi là qu'on voit la raison pour laquelle beaucoup de journalistes aiment Succession. C'est parce que Succession parle très bien du monde des médias. Et il y a aussi des pratiques, j'imagine, atroces dans plein d'autres industries. Mais il se trouve que celle-là, on la connaît bien. Et tout ce qui concerne l'industrie du journalisme dans la série est particulièrement bien fait et particulièrement démoralisant. Ouais. Et cette scène en fait partie. Il y avait une scène aussi dans la saison 2 où Kendall rend visite à la start-up que Waystar Royco avait acquis et la façon dont il parlait aux employés, c'était aussi, tous les gens qui ont travaillé pour des médias comme BuzzFeed ou d'autres médias de start-up connaissent ce discours et connaissent même les bureaux. Je me souviens des tweets après d'anciens employés de BuzzFeed qui étaient là, mais t'as l'impression d'être replongé dans ton univers et c'est vraiment, vraiment très réaliste.
Oui, bah, surtout la manière dont ils avaient été virés du jour au lendemain aussi à Volter, où ils ont fait une sorte d'audit pendant 2 semaines ou quelques jours, et un matin, ils arrivent et ils disent « Bon, bah, faites vos cartons, Ouais, c'est ça. vous devez tous dégager, on a coupé vos mots de passe, etc. » C'est hyper violent. Et toi, c'est qui ton avant-dernier loser? J'ai qu'une réponse, c'est tout le monde. Enfin, je pense vraiment qu'il y a que des losers dans cet épisode. C'est vraiment un épisode de déchirement conjugal, de rupture. Il y a une dispute entre Kendall et Rava. Kendall qui est vraiment en train de perdre la boule quand même. Je m'inquiète beaucoup pour lui. Qui a un délire de grandeur assez effrayant. Il y a la scène de dispute / rupture entre Roman et Jerry qui m'a aussi vraiment fait mal au cœur. Et d'ailleurs, on voit que Roman est très impacté après puisque tout de suite après, il va s'en prendre à Connor de manière très violente. Et il y a la scène entre Tom et Shiv, évidemment. Donc, c'est vraiment un épisode où personne ne gagne, quoi. Et il y a Madsson aussi qui, pour une fois, a une faiblesse. Et la fin de l'épisode, pour moi, illustre parfaitement le sentiment que j'ai eu en le regardant, où je me disais, qui, à cette soirée, va bien dormir en rentrant chez lui, quoi. Et personne, et c'est littéralement la scène finale, c'est Shiv et Tom qui sont les yeux grands ouverts dans leur lit, en ayant l'esprit très préoccupé. Donc ouais, moi, je vois vraiment pas beaucoup de winners à cet épisode. Je pense que c'est un des plus ras-ras de toute la saison. Et c'est marrant parce que, vu la façon dont on bâtit le podcast autour de justement de ces classements, forcément, on a ça en tête quand on regarde l'épisode. Et j'étais vraiment en train de me dire qui est-ce que je vais mettre. Après, j'en ai trouvé quand même, mais c'était quand même compliqué, quoi. Ton loser numéro 1, c'est qui ? C'est Shiv et Tom, mais on en a déjà parlé. Pour moi, c'est vraiment... Après, encore une fois, j'ai de l'espoir pour eux, pour l'avenir, mais c'est assez déchirant de voir qu'ils retombent tout de suite dans leur travers habituel dès le début de l'épisode, c'est-à-dire quand ils lui offrent le scorpion. Je comprends qu'elles prennent pas hyper bien. Tout au long de l'épisode, en fait, la voir, elle, le trahir si facilement à nouveau, alors qu'on pensait qu'ils avaient trouvé une nouvelle dynamique, ça brise un peu le cœur quand même. Surtout qu'au début de l'épisode, elle a l'air d'avoir vraiment beaucoup d'hésitation par rapport à la venue de Nate à la soirée. Oui. Enfin, on sent qu'elle veut protéger Tom. Nate, elle en a plus rien à faire, mais maintenant c'est Madsson, en fait. Et c'est surtout que c'est là que se joue son domaine de pouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est Madsson qui peut lui apporter du pouvoir, et pour elle, il n'y a que ça qui compte au final. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est la fille de son père à ce niveau-là. C'est que oui, elle le protège de Nate, mais quand Madsson le pousse sous les voies du train, alors qu'elle est censée le soutenir, elle a aucun problème avec ça. On sent qu'elle tilte un tout petit peu et qu'elle a peut-être une toute petite culpabilité. Et même à la fin de l'épisode, pendant leur dispute, elle n'est pas du tout préoccupée par son avenir à lui, elle est préoccupée par ses choix, elle. Et quand il lui dit qu'elle est profondément égoïste, il a totalement raison. En fait, les deux ont vraiment raison pendant la dispute. Et c'est ça que j'ai trouvé très fort, c'est que tout ce qu'ils se disent est absolument vrai, mais c'est juste qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de se dire. Et je pense qu'en fait, ils se sont très bien trouvés parce qu'ils se valent vraiment. Ils sont tous les deux très égoïstes. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Tom, mais c'est vrai qu'il a pensé qu'à sa gueule depuis le début de la série aussi, comme elle. Ils n'ont jamais rien sacrifié l'un pour l'autre et ils n'ont jamais voulu le faire. Et donc, au moment de se faire des reproches, en fait, c'est aussi pour ça que ça fait si mal. C'est qu'ils ont beaucoup de munitions l'un contre l'autre parce qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre, en fait. Hey, get out of jail free card. Another one. On passe au top 2, ceux qui sont au top du game. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est clair. En seconde position, t'as choisi qui ? Honnêtement, j'ai vraiment hésité, mais je me suis dit toutes les personnes qui n'étaient pas à cette soirée. Et ou les gros plans sur la bouffe des traiteurs. Ah ouais, putain, les frites, elles ont l'air ouf. Ils ont vraiment, d'abord les mini burgers et juste après, il y a un plan où on les voit saler les frites. Oh là là, mais je salivais mon écran. Voilà, donc ça, je pense que c'est un gros winner de l'épisode quand même, parce que vraiment, mais ça m'a donné envie d'aller célébrer l'élection d'une horrible personne avec les Roy. Et toi, c'est qui ton avant-dernier winner ? C'est Connor, qui, mine de rien, de toute la fratrie, est le moins loser de tous, parce que Connor, qui avait du mal à gagner 1%, à la veille des élections, dans les sondages, est à 4% en Alaska et dans d'autres États aussi, ce qui fait qu'il devient un élément clé pour que Mencken puisse gagner l'élection ou pas. Donc, il a toutes les clés en main pour demander ce qu'il a envie de demander. Donc, Mencken lui offre d'abord l'ambassade de Somalie, qui est quand même pas le poste le plus réjouissant qui soit. On lui demande en retour la Corée du Sud, il ne l'a pas, mais on lui propose Oman. Oman, qui est l'Arabie Saoudite du pauvre et où le Yémen du riche. Exactement. Et surtout, en fait, au final, il décide de pas prendre le deal parce que Willa le conseille et on sent quand même une complicité entre les deux qui est assez réconfortante.
C'est ce qu'on disait au moment de leur mariage, c'est-à-dire que même si l'accord qu'il y a entre eux est fondé sur quelque chose d'assez déprimant et très mercantile, au final, ça fonctionne plutôt bien et elle est à ses côtés, elle le soutient et quand il quitte la soirée, il le dit même, il dit je vais écouter la seule personne qui a mon intérêt à cœur, quoi. Et donc, je pense que c'est pas forcément un winner dans le sens premier du terme, mais en tout cas, c'est pas un loser. Non, mais moi, j'ai envisagé de mettre Willa aussi dans mon top 2 parce que je me disais qu'en plus, on a failli l'envoyer à Oman et elle a réussi à le convaincre de ne pas y aller et de plutôt rester dans la course à l'élection. Donc, bien joué, Willa, parce qu'elle a vu son avenir enfermé dans un bunker à l'ambassade et elle s'est dit non, en fait. Et au sommet, qui est-ce que tu as mis ? Alors, j'ai mis Nate. Nate, qui pour moi est le seul vrai winner de cet épisode. Nate, qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs saisons quand même, et dont on comprend en fait qu'il conseille aujourd'hui Daniel Jiménez, qui est le candidat contre Mencken. Oui, d'ailleurs, il faut rappeler que Mencken, c'est le néo-nazi en fait, qu'on avait vu être très sexy avec Roman dans les toilettes au moment où il se demandait s'il devait l'adouber ou pas avec Etienne. D'ailleurs, ils l'ont adoubé, donc là, ils sont dans une position un peu ingrate au niveau d'Etienne parce qu'ils ont soutenu un néo-nazi qui va sûrement perdre l'élection selon les sondages. Après, je me méfie parce que s'il s'inspire des moments des sondages avec Hillary Clinton versus Trump, on a vu ce qui s'est passé. C'est clair. Mais en tout cas, Nate est le conseiller du candidat qui doit sûrement gagner. C'est ce que les sondages disent. Donc, il est dans une position de pouvoir pendant cette soirée. Il est beau, il est très sexy. Il est magnifique. Voilà. Avec ses grands yeux globuleux, là, ses yeux de chien battu. Ah, il est magnifique. On dirait un peu Jake Gyllenhaal, mais... Ouais, mais en beaucoup plus mélancolique. Exactement. Il a l'air tout le temps un peu boudeux. Et donc, il est dans une position de force pendant cette soirée. Il y a à la fois Matsson et Kendall qui lui font un peu du gringue. Et en plus, il quitte la soirée la tête haute en disant non, mais c'est bon, j'ai pas envie d'être impliqué là-dedans. Donc pour moi, c'est le seul vainqueur vraiment de cet épisode, quoi. J'ai aussi noté qu'il a vraiment de la tension sexuelle avec tout le monde. Oui. C'est avec vraiment... Kendall aussi. Ouais, c'est ça. En fait, cet acteur a un pouvoir magique. Tu le mets dans une scène avec n'importe qui, on a l'impression qu'ils vont se pécho, en fait. C'était... sympathique. Oh ouais, exactement. Un très grand atout pour cet épisode. Et d'ailleurs, il y a Kendall qui lui dit Kingmaker vibes, t'as des vibes de faiseur de roi. Et c'est vraiment ça, en fait, dans l'épisode. Donc pour moi, c'est le grand winner. Et toi, c'est qui ton grand winner ? C'est vrai qu'il est très grand. J'ai mis Greg. Ah bon ? Ouais. Putain, moi, c'est le winner de l'horreur humaine, quoi. Greg, c'est l'eau qui dort. On le voit très peu depuis le début de cette saison 4. Et là, j'ai réalisé dans cet épisode qu'il est au courant de tout ce qui se passe. Plus au courant que toute la fratrie Roy, puisque Tom lui a dit que Shiv jouait contre Kendall et Roman. Mais il est lui-même dans la team Kendall et Roman. Donc, il a un savoir quand même ultra destructeur. S'il choisit de dire à Ken et Roman que leur sœur les trahit de manière très virulente, ça peut totalement leur exploser à la tronche. Tu crois qu'il sait pour Shiv ? Parce qu'on comprend qu'il sait pour Tom, mais on n'est pas sûr qu'il sache pour Shiv. Parce que ce qu'il sait, c'est que Tom est du côté de Matsson et préférerait Matsson parce qu'il a compris qu'il serait éliminé si les frères restent, tu vois. Il comprend que Shiv est en train d'accompagner Matsson partout dans la soirée et il lui fait une petite remarque par rapport à ça en lui disant « essaye de bien te caser », etc. Donc moi, je pense que Greg, on l'a vu depuis la saison 1, il est très malin, il est très sournois et il arrive toujours à faire des coups bas aux gens. Et là, je pense que c'est très dangereux pour Tom de l'avoir mis dans la confidence. Et il lui dit même « tu devrais rester de notre côté, à moi et Shiv, plutôt que de rejoindre les deux frères ». À mon avis, ça peut mal se passer. Sur le côté, elle l'emmène partout dans la soirée. D'ailleurs, je me suis dit, en fait, je trouve ça étrange que Kendall et Roman ne se posent pas de questions pendant ces moments-là, parce qu'ils lui ont demandé de suivre Matsson partout, mais il devrait se rendre compte quand même qu'elle le présente aux personnes les plus importantes et qu'elle n'est pas en train de le contredire ou des choses comme ça. Après, on voit pas si c'est elle qui fait les introductions à chaque fois ou si elle a juste briefé, comme on l'a vu au début de l'épisode, où elle a dit « il faut que tu parles à telle personne, telle personne, telle personne ». Je pense qu'en tout cas, on est censé comprendre qu'elle est juste à ses côtés pendant les conversations, mais qu'elle est assez maligne pour pas être trop bruyante sur le fait qu'elle facilite la conversation entre Matsson et les personnes les plus intéressantes. Et sur Greg, quand même, je suis d'accord avec toi. Après, moi, ça me fait mal au cœur de le mettre parmi les vainqueurs parce que c'est vraiment une personne horrible. On le voit encore aujourd'hui. C'est une ordure, c'est une crotte. C'est un dingleberry, c'est-à-dire un résidu de crotte qui colle au poil de fesse. Quand même. C'est ce que lui dit l'associé suédois de Matsson. Oscar, qui est aussi dans mes préférés de cette semaine.
Vraiment, Greg refait ce qu'il avait fait envers Kerry quand il avait attaqué aux côtés de Marcia. Là, il s'en prend à Eba. Qui est victime donc de harcèlement sexuel. Exactement, de la part de son Madsen. boss, pour se mettre Madsen dans la poche, quoi. Je suis pas sûre que ça fonctionne totalement, mais il n'hésite pas à le faire, en tout cas. Et il arrive à les impressionner un petit peu. Après, c'est juste pour le temps de la soirée, je pense. Mais clairement, Madsen le déteste. Et on nous le répète à plusieurs reprises au début de l'épisode. Et à la fin, Madsen et Oscar changent complètement d'opinion sur Greg. Oscar, il l'insulte quand même copieusement. Et puis juste après, il lui dit « Ah, mec, en fait, t'es super cool. T'es un boucher qui a un grand sourire. » Ouais, je sais pas, peut-être, mais j'avais un peu l'impression d'être dans le dîner de con, tu vois. Où je me disais... Ah, mais c'est sûr. Non, mais c'est ce que je veux dire. C'est que c'est juste pour la soirée. Et ça veut pas dire que Greg va décrocher un poste important avec Madsen. Non, mais il le tolère comme divertissement. Mais en fait, c'est un peu sa position depuis le début de la série avec tout le monde, quoi. Mais il arrive à rester grâce à ça. Hein, oui, et puis je pense qu'il dit quand même un truc que nous, on dit sur le personnage de Greg depuis le début. Il dit « Je veux que tu me sous-estimes pour ensuite pouvoir te surprendre. » Et c'est ce que le personnage a toujours fait. Et je pense que Madsen et Oscar réalisent à ce moment-là qu'il est pas si con que ça et qu'il est prêt à être très, très cruel. Et ça les impressionne un tout petit peu. And Sandy's the angriest fucking vegetable. C'est quoi ta réplique préférée? Je pense que c'est Connor qui parle de son père mort et qui dit « Ce qui est bizarre, c'est à quel point il n'est pas là. Je trouve ça réconfortant. » Ouais. C'est le cadavre de son père. Connor est un homme heureux. On est content pour lui. Connor, il est vraiment dans le bien-être absolu de l'après-mariage, quoi. Il y en a une qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand Kendall parle de la stratégie de ATN pour rameuter de plus en plus d'électeurs d'extrême droite et qui dit il faut leur dire que on va venir donner de la thérapie hormonale à vos flingues. Vos flingues vont tous devenir des demoiselles. C'est horrible, c'est d'un cynisme mais absolument atroce. Moi, j'en ai une autre. C'est Greg qui parle justement de l'appréciation de Madsen envers lui, qui dit « I guess he has expressed a distaste in the past for my particular flavor of me. » Je suppose qu'il a exprimé un dégoût dans le passé pour le parfum particulier de moi. Mais moi, il y en a une, en fait, qui est vraiment pour moi une des meilleures, mais je pense qu'on pourrait aussi la compter en insultes. Mais il y a tellement de bonnes insultes dans cet épisode que... Ah, moi, j'en ai pas beaucoup, vas-y. Ah ouais? Ma préférée, c'est Madsen, qui dit « Je suis sur le point de chier dans la bouche de ton mari et je suis à peu près sûre qu'il va me dire que ça a le goût d'un coq au vin. » C'est magnifique. Ouais. Il y a aussi Ken qui dit au sujet de Madsen, alors ça, c'est pas une citation particulièrement drôle, mais c'est juste tellement ironique. « Je savais que c'était un bullshitter, c'est comme ça les nouveaux riches. » Ce qui est très drôle, c'est que lui, c'est un ancien riche, mais c'est aussi un énorme bullshitter. Et clair. Super, surtout, son père, à lui, était un nouveau riche aussi, donc il faut qu'il se calme, quoi. C'est clair. D'ailleurs, je trouve ça extrêmement triste qu'ils essaient de reproduire les tactiques de leur père, plutôt que d'essayer d'aller dans une autre direction maintenant qu'il est plus là. Et quand Nate dit à Kendall « T'es pas ton père et c'est une bonne chose », il a tout à fait raison. Et c'est vraiment tragique de voir lui et Roman qui reproduisent les pires dynamiques abusives de leur père pour essayer de gagner de manière malhonnête un deal, quoi. Yeah, you need any help. Seriously, any help, any advice. Just, don't fucking bother, okay? La meilleure insulte, c'est quoi? Tu es peut-être pas une bonne personne avec qui avoir un enfant. Tom qui dit ça à Shiv, je pense que c'est hyper dur. Et surtout quand on sait ce qu'on sait sur ce que traverse Shiv en ce moment. Toute cette scène, elle lui dit quand même que c'est un bouseux conservateur. Oui, elle lui dit aussi que sa mère l'aime plus elle que lui. Ouais. Elle lui dit « Tu ne me mérites pas et tu ne m'as jamais mérité et tout vient de là. » Et lui, il lui dit quand même, à un moment, elle lui dit « Ah, t'as lu ça dans un bouquin ?» Et il lui dit « T'es trop transparente pour que je puisse te trouver dans un bouquin. » Ouais. C'est incroyable, mais pour moi, la meilleure insulte de cet épisode, c'est Madsen qui appelle Greg Gary. Oui, c'est vrai. Petit clin d'œil à Parks and Rec aussi, je n'en doute pas, où on a un personnage qui est toujours appelé par le mauvais prénom parce qu'il est méprisé par l'intégralité du bureau. Et là, juste, c'est simplissime, mais ça fait vraiment son effet. Ouais. Et aussi, ça c'est très difficile à traduire et on ne sait pas parce qu'on n'a pas encore vu la traduction, mais quand Tom s'en reprend à Nate comme au mariage où il l'avait forcé à boire son vin rouge cul sec en disant c'est mon vin donc t'as intérêt à tout boire. Et là, il lui dit c'est le genre de vin qui sépare les vrais connaisseurs des Weekend Malbec Morons, donc les idiots amateurs de Malbec. C'est très très bon aussi. C'est qui ton MVP? Moi, MVP, justement, c'est le vin.
Très bonne transition parce que, alors, c'est le vin en qui fait. pue la merde. Ouais, c'est leur vin à eux. On avait vu qu'ils ont acheté un domaine et que leur vin était un peu dégueulasse parce que c'est un vin biodynamique. Et du coup, Tom, quand il sort le vin, il dit à la meuf qu'il présente, dites pas que c'est allemand et dites pas que c'est biodynamique. Dites-leur juste que c'est light fruity red, que c'est un vin léger et fruité. Et si ça pique, c'est normal. Et du coup, ça sépare les connaisseurs des autres. Et surtout, Frank, à la fin, qui lâche à Kendall au sujet du vin, quand ils ont une conversation à la fin et que Kendall lui demande s'il va bien, il dit « Le vin rouge sent le chien mouillé ». Donc vraiment, ce vin a été au cœur de beaucoup de réflexions pendant tout cet épisode et pour moi, c'est vraiment le MVP. C'est clair. Et toi ? Moi, c'est Tom. Je l'aime trop. Je l'aimerai toujours. Et franchement, je ne me suis jamais autant identifiée à un personnage de Succession que dans cet épisode où Tom est pré-fatigué, avant même d'être fatigué, et qu'il passe vraiment tout l'épisode à avoir envie d'aller se coucher, et qu'à la fin, il veut virer tout le monde de la soirée qu'il donne chez lui en disant « Rentrez chez vous, retrouvez vos lits, allez pleurer. » C'est pas une blague, rentrez. C'est vraiment génial. Et n'oubliez pas vos manteaux. Hein. J'adore Tom. Non, mais j'ai beaucoup aimé la phrase parce que on avait Roman qui avait fait un pré-deuil. Oui. Et là, on a Tom qui est pré-fatigué. Et surtout, je crois qu'on n'a jamais trouvé une expression aussi juste pour qualifier la semaine qui précède le Festival de Cannes. Donc, merci Succession, parce que c'est vraiment ça. Moi aussi, je suis pré-fatiguée. J'avais envie quand même qu'on fasse quelques prédictions, puisqu'il reste plus que 3 épisodes avant la fin de la série. Et il reste beaucoup de choses à démêler. Déjà, la grossesse de Shiv. À ton avis, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Moi, je pense qu'elle va continuer à être enceinte. D'accord, mais elle va en parler à Tom. Oui, je pense à un moment où il va l'apprendre, mais je pense que oui, elle va lui en parler. J'étais surprise qu'elle lui sorte pas pendant la dispute. Ouais, moi aussi. Mais je me dis que ça va peut-être devenir un outil tactique, en fait, à un moment. Parce qu'en plus, du coup, elle a la succession en elle. Et ça, c'est très important. Sur la trahison de Shiv envers Roman et Ken, tu penses que ça va éclater au grand jour ? Évidemment que ça va éclater au grand jour. Après, je sais pas, elle peut le manœuvrer d'une façon... parce qu'elle les a trahis, c'est sûr, mais elle peut aussi ne pas tout dire, quoi. Je sais pas, elle peut bien jouer son jeu. Après, connaissant Shiv, je suis pas sûre que ce soit le cas. Honnêtement, je sais pas du tout. C'est le truc qui est difficile avec cette série et qui est aussi réjouissant, c'est que d'un épisode à l'autre... Quand je regarde les épisodes, je suis là, mais j'étais complètement à côté de la plaque. Roman, la personne la plus décente, tu plaisantes, il est horrible. Enfin, tu vois, il y a vraiment les prédictions que je fais ou même les évaluations que je fais d'un épisode à l'autre sont complètement chamboulées. Donc, c'est très, très difficile de prédire ce qui va se passer. Je sais pas, toi, tu penses quoi par rapport à la trahison de Shiv ? Moi, je pense que Shiv va peut-être changer de bord et repasser du côté de ses frères maintenant qu'elle se rend compte que Matsson n'est pas solide, en espérant que s'ils arrivent à vraiment détruire Matsson, sa trahison pourra passer sous le tapis, quoi. Mais après, ça voudrait dire qu'ils finissent sur un front d'unité. Et moi, je pense que c'est un peu trop optimiste pour cette série, mais on verra. Le truc que j'ai hâte de voir, ceci dit, c'est le discours de Roman aux obsèques de Logan. Là, franchement, ça va être un grand moment, je pense. Justement, l'enterrement, tu penses qu'il va avoir lieu quand ? Là, on a l'élection le lendemain. Je pense quand même qu'ils vont faire un épisode sur l'élection, mais je suis pas sûre. Mais après, pour moi, c'est l'enterrement. C'est l'avant-dernier épisode. Moi, je pense que c'est 8 élections, 9 enterrements et 10 ce qui se passe après, quoi. Ouais, voilà. Le deal, il va se faire ou il va pas se faire ? Non. Ouais, je suis d'accord. Et l'élection, qui va gagner ? C'est là où je m'interroge. En fait, je me demande si la série fait un commentaire sur Trump. Mais en même temps, si elle le fait quelques années après. Donc, c'est un peu étrange parce que du coup, on le voit vraiment venir. Le côté, les sondages n'ont pas prévu. C'est toujours le truc, c'est qu'on est censé être dans la même année, mais sur une réalité alternée. Donc, ils n'ont pas encore eu la remise en question des sondages ou des choses comme ça. Je ne sais pas s'ils ont eu le Brexit, par exemple. Donc, je pense que Mencken peut gagner. Ils avaient quand même un raisin trop orange en président pendant toute Succession. Donc, il y avait déjà un commentaire sur Trump avant même cette élection. Oui, voilà. Donc, je pense que ça peut être Jiménez qui va gagner. En fait, ce qui serait intéressant, si c'est justement lui, c'est que ça les met dans une position de faiblesse. Parce qu'ils ne sont plus du côté du pouvoir. Moi, là, tout de suite, je dirais Mencken. Mais je pense que quoi qu'il arrive, c'est un commentaire sur Trump dans tous les cas. Parce que s'ils choisissent d'aller justement vers un candidat de gauche, ça peut aussi être intéressant de voir ce qu'ils font avec une victoire très différente de ce à quoi on pourrait s'attendre pour Succession. Tu penses que Ken va racheter Gojo ? Parce que c'est un peu son plan à la fin. Hein. Et d'ailleurs, ce qu'il dit à la fin, qui est intéressant, on n'en a pas parlé quand même, au sujet de Roman et Shiv à Frank, il lui dit « Je les aime, mais je suis pas amoureux d'eux. Et il y a une seule couronne pour une seule tête. » quoi.
En fait, ils sont en train de mettre à exécution exactement ce qu'ils se sont promis de faire pendant la veillée funéraire, c'est-à-dire qu'ils communiquent sur tout, mais ils se font des coups bas dans le dos. Et dans la scène où Roman leur propose de parler à l'enterrement de leur père, on comprend que c'est le seul des trois qui n'a pas d'agenda caché. Il y a Ken qui vient de dire à Frank « je m'en fous, je vais les trahir ». Il y a Shiv qui a passé toute la soirée à les trahir. Et il y a juste Roman qui est content de faire un discours à l'enterrement de son père. Ils ont la transparence qui s'était promis il y a quelques épisodes, mais en fait, elle est totalement trahie depuis plusieurs épisodes aussi, et c'est assez déchirant, quoi. Moi, je pense que Ken va exploser en plein vol, en fait. Je pense qu'il est plus sobre. La scène qu'il a avec Rava est glaçante. Dans la manière dont il s'en prend à elle dans la rue, il lui hurle dessus en disant qu'il fait tout ça pour leurs enfants, etc. Donc moi, je pense que Gojo, c'est vraiment une espèce de projet du désespoir de dernière minute qui va s'effriter tout seul, quoi. Ouais, je sais pas. De toute façon, comme tu l'as dit, on a toujours tort. Ouais. C'était PIC TV spécial Succession. Merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous les Pickies de nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer l'épisode 8. N'hésitez pas à suivre cette dernière saison de Succession avec nous et à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux. Qui sont vos winners et vos losers de la saison? On a vraiment envie de le savoir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. Et si vous n'en avez pas marre de nos voix, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Amis, diffusé tous les vendredis, dans lequel on se fait redécouvrir des œuvres cultes du cinéma romantique et du cinéma d'horreur. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Salut! PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.